Écrit libre. Ce matin, je descends de bonne humeur. Je vais prendre mon petit déjeuner de bonne humeur ce matin. Car ce matin, j'ai pris ma décision. J'ai trouvé tout seul. J'ai pris ma résolution et ma décision et mon courage à deux mains ce matin. C'est le bon jour pour bien se réveiller et prendre de bonnes résolutions. Quand on est de bonne humeur, une bonne idée pousse dans la tête et on est content. On a trouvé de quoi remplir sa journée. Toutes les journées ne se remplissent pas pareil. La plupart des journées se remplissent très mal. Mais là, c'est une bonne journée qui promet d'être bien remplie. J'aurai mon content d'images, mon content de bons souvenirs. Il faut que je me débarrasse de tous mes professeurs. C'est à ça que j'ai pensé. Il faut que j'aille visiter toutes les écoles où j'étais pensionnaire et que je tue un par un tous les professeurs que j'ai eus. Ça, c'est une bonne idée pour une bonne journée qui se présente bien. Je vais prendre la voiture, je vais filer vers les écoles où j'étais pensionnaire et je vais me renseigner pour savoir où se trouve tel professeur, où se trouve le professeur en question, dans quelle salle, à quel endroit. S'il ne se trouve pas dans l'école, j'irai le chercher chez lui, j'irai le prendre par la peau du cul et je le tuerai hors de chez lui, dans la rue. Je tuerai tous les professeurs dans la rue, c'est-à-dire dans un endroit où ils ne tentent jamais d'exercer leur art, car leur art est d'agresser les jeunes étudiants dans les salles de cours. Leur art est de salir la conscience de toutes ces petites têtes qui n'ont rien demandé à personne et surtout pas d'être instruites aussi salement, aussi dégueulassement comme je l'ai été et comme elles le sont, toutes ces petites têtes. Ce matin, je me suis réveillé et j'ai directement pensé à ce directeur qui m'avait fichu à la porte de son bureau. J'ai aussi pensé à ce professeur de sciences naturelles qui m'a giflé pour une faute. Gros bœuf, il s'appelait. Je vais commencer par le tuer. Lui, avant le dirlo, je tuerai Gros bœuf, car Gros bœuf, c'est bien pour commencer la corrida libre. Une vraie corrida improvisée avec toutes ces bêtes à cornes qu'on ose encore appeler professeurs, car les professeurs ne savent rien. Regardez bien dans les yeux vos professeurs. Regardez-les bien froidement dans les yeux. Fixez bien votre regard et ne détournez pas la tête. Regardez-les fixement et tranquillement pendant longtemps. Regardez-les et vous verrez ainsi la peur dans leur visage. Vous les avez ainsi démasqués. Ils ne savent rien. Ils ont vu dans votre regard que vous saviez qu'ils ne savaient rien. Et ce matin, je suis bien parti de bon pied, bon oeil pour aller massacrer tous ces imbéciles qui se disent encore être mes profs. Je n'ai plus de profs. Je ne veux plus être pensionnaire et me taper ces cons qui demandent qu'on les soutienne à longueur d'année. Car ne croyez pas que c'est vous qui devez apprendre. C'est eux qui doivent être rassurés. Et pour cela, il leur faut une classe complète de jeunes gens pour les soumettre à la fausse vie. La fausse vie et le faux sentiment, la fausse profondeur et la fausse parole. Ce matin, je vais prendre la route, une longue et belle route. Il fait beau, je vais pouvoir ouvrir le carreau et contempler le paysage. Je prends la route que je prenais toujours pour aller voir ces professeurs, pour qu'ils me traînent dans la boue de leur savoir tout crotté d'imbécilité les plus crasses. Je n'ai rien appris du tout avec tous ces professeurs et en plus je me suis fait insulter, je me suis fait rouer de coups, je me suis vu traiter plus bactère, par exemple avec ce professeur qui déformait mon nom pour le ridiculiser, ou ce professeur qui passait derrière moi, juste derrière ma chaise et qui me disait calmement: c'est bien, c'est joli, c'est bien écrit, c'est tout beau, qu'il me disait tout gentiment avant de me coller une grande gifle et de m'indiquer avec son doigt que j'avais fauté, j'avais mal recopié. Va au tableau maintenant, me dit Gros bœuf. Je tuerai ce Gros bœuf, je le tuerai devant le tableau, devant tous ses collègues, j'emmènerai la petite tribu, le petit troupeau de moutons de professeur Ignard dehors dans la rue et je tuerai le Gros bœuf devant tous les autres moutons de professeur Ignard. Mais pour le moment, je dois prendre mon petit déjeuner, je dois me couper quelques tartines et mettre de la bonne confiture, de la confiture à la rhubarbe et au citron. Et je dois bien manger et bien penser à Gros bœuf. Je penserai aussi à Madame Labiche, cette professeure d'anglais en 4e et qui voulait me faire rentrer dans le crâne qu'une patate était différente d'une pomme de terre. Lorsque j'irai la trouver, je lui poserai encore la question: quelle est la différence entre une patate et une pomme de terre? Et elle me dira, elle ne saura toujours pas répondre, elle dira: je sais pas, mais c'est comme ça, une patate et une pomme de terre, c'est pas pareil, c'est comme ça. Mais là, je la laisserai pas me baratiner. Tout de suite, j'en ferai de la purée de Madame Labiche. Mais tout d'abord, je dois finir mon petit
déjeuner et pour après prendre la route. Je penserai à Gros Bœuf et à Labiche en conduisant sur la route. Je penserai aussi à Poulet, Monsieur Poulet, qui n'était pas professeur, qui était cuisinier et qui nous servait sans cesse du hachis parmentier. Tous les soirs, du hachis parmentier avec en entrée des concombres, le poulet. Si je déteste les concombres et le hachis parmentier aujourd'hui, c'est bien à cause de lui. J'irai le trouver avec Gros Bœuf et Labiche et je lui dirai: Poulet, fais-moi du hachis parmentier avec ces deux-là. Mais pour le moment, il faut que je prenne ma voiture. Je me vois déjà en train de conduire sur la route. Je serai bien à conduire sur la route. Je conduirai comme je veux, comme ça me plaît de conduire. Mais en même temps, je respecterai bien le code de la route. Bien sûr, je ferai très attention de respecter le code de la route. Et puis après, j'arriverai à la colle. Et là, je ferai un beau carnage. J'obligerai tous les professeurs à se coucher à plat ventre devant leurs élèves. Et je leur ferai faire la carpette devant les élèves. Les élèves pourront essuyer leurs pieds sur leurs professeurs. Je dirai aux élèves: maintenant sauvez-vous, vous êtes libres. Je vais tuer tous les professeurs de cette école et après j'attaquerai les suivantes. Plus aucun professeur vivant, plus aucun ne pourra enseigner sans avoir peur que je vienne le tuer. Dès que je saurai qu'un professeur est tenté par l'enseignement, j'irai le voir et je lui ferai éclater la tête. Son cerveau d'imbécile heureux éclatera en lambeaux. Toute la cervelle se répandra dans la salle des profs ou dans sa classe, sur les élèves. Regardez un peu ce porc, regardez bien ce Gros Bœuf, regardez son savoir qui éclate sur vous. Il tente encore de vous pourrir la vie. Il faut en finir. Regardez comme sa cervelle a bien giclé. Regardez, c'est un bon professeur sans cervelle. Regardez comme il a l'air neuneux. Enfin, un vrai neuneux. Regardez, vous avez le neuneux type en face de vous. Il est sans cervelle et malgré tout, il tente encore d'attirer l'attention vers lui. Et puis, je le laisserai tomber comme une vieille chaussette. Je passerai au-dessus de son corps et je franchirai la porte. Je ne la claquerai pas, je refermerai doucement la porte et je partirai doucement, tranquillement dehors en sifflotant. Mon cauchemar. J'ai décidé de ne plus fréquenter les humains, car tu en fais partie. Tu es humaine, et c'est cela qui provoque mon retrait de cette espèce. Si tu n'avais pas été humaine, j'aurais encore pu faire un effort, mais là c'est cuit. La vie humaine ne m'intéresse pas et je préfère m'en dégager, car tu es vraiment ce qui fait l'humain. Tu es une sorte de comble de l'humain. Tu rapportes tout à toi. Tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un humain t'intéresse, car c'est là que tu vas fourbir ton outil de désolation. Et tu vas utiliser ton outil de désolation pour me nuire. J'ai su que tu voulais me nuire assez vite, mais je t'ai tout de même laissé le champ libre très longtemps, et tu as pu fourbir ton instrument de désolation sur moi avant que je ne réagisse définitivement, car j'ai pensé qu'il y avait pire que toi dans la vie, mais en réalité, il n'y a rien de pire que ta personne humaine. Encore, si tu avais été une araignée, j'aurais compris. Une araignée peut tuer facilement, mais une araignée ne tue pas facilement un humain, tandis que toi, tu as l'outil de désolation qu'il faut pour détruire un humain facilement. Et cependant, tu fais partie, tu peux pas facilement tuer un humain, tandis que toi, tu as l'outil de désolation. Et cependant, tu fais partie de cette race, car tu es l'incarnation parfaite de l'esprit humain. C'est pour ça que je ne peux te comparer à une araignée. Une araignée fait son travail en toute innocence. L'humain, lui, n'est pas innocent. Toi, tu n'es pas dans l'innocence. Tu sais tout de la trahison et de la perversion, de la méchanceté. Une araignée n'est pas méchante. Elle a bon fond, peut-être même. Elle voit un humain, elle se cache dardard. Toi, tu ne te caches pas dardard. Toi, tu apparais à l'humain pour le détruire. Tu le colles à ton environnement. Et il s'en est fini de lui. Il faudra qu'il disparaisse dardard s'il ne veut pas se faire dévorer tout cru par ta personne est le pire cauchemar humain. C'est pour cela que j'ai décidé d'en finir avec ce cauchemar, car tous les humains sont des sortes de cauchemars. Toi, tu es un vrai cauchemar, mais les autres aussi ont leur part de cauchemar. Toi, tu es l'incarnation radicale du cauchemar, mais il y a sans doute dans l'humain cette persévérance à faire vivre l'autre dans son cauchemar. Il n'y a pas plus cauchemardesque qu'un humain, et toi, tu es la révélation de l'être humain. Tu vas au bout de l'humanité et tu ramènes tout ce qui est au fond et qui est sale, tout ce qui devrait
disparaître. Tout ce qui devrait être aboli dans l'esprit humain, toi tu le ramènes à la surface et tu le colles à tes contemporains. C'est pour cela que j'ai décidé d'en finir avec le monde contemporain des humains, car tout ce qui est contemporain est entaché d'humanité, c'est-à-dire de ta présence, ton infecte présence à la vie, qui est devenue un cauchemar, car la vie est un cauchemar, avec ou sans toi. Même sans toi, je sais maintenant que c'est impossible. Je vois trop où tu en es, je vois trop où tu apparais. Dans le moindre mot, tu es là. Tu fabriques une boule de pu dans le moindre de mes mots, et je ne peux plus parler sans avoir cette haleine humaine. Je ne peux plus ouvrir la bouche sans sentir ta présence dedans, la présence d'une boule de pu. Et c'est pour cela qu'il faut vite disparaître. C'est pour cela qu'il faut en finir avec l'humanité avant que tu n'envahisses tout mon monde et celui des autres. Même les plantes sont entachées de ton souvenir, même les rues sentent ta présence, même dans les endroits les plus cachés, j'ai pu constater que tu n'avais pu t'empêcher de venir coller ta haine ou ta science. C'est un peu la même chose. La science que tu as est une sorte de haine à tout l'univers. Tu ne peux pas t'empêcher de venir ici ou là pour en finir avec l'univers. Il faut donc quitter totalement l'univers si on a envie de respirer un peu hors de ta présence, ton humaine présence, ta signification, ton sens, ta gloire et ta gouverne, ta science stupide et ta mort. Nous sommes démesurément moyens. Il y a des chants qu'on n'entend plus. Des chants, des chansons, des musiques, tout en musique. Le tout qu'on n'entend plus, ça passe d'un côté puis d'un autre de notre vie, de notre corps. Notre corps n'entend plus rien, le corps mis en musique, la vie qui n'entend plus, pas une seule note pour elle ou lui, pas une seule qui pénétrera la vie de ce corps, pas un seul son, une seule note. Il a comme ça des chants ou des notes de musique qu'on connaît bien, mais on les connaît trop bien. On sait trop à présent ce que ça veut dire, ce que ça représente pour nous. Pour nous, c'est l'irreprésentable. On ne peut plus se placer devant tel chant ou tel son, encore telle musique, toujours la même, ça on ne peut plus, terminé. On ne veut plus avoir affaire à ces chansons, c'est notre corps qui réagit comme ça. Le corps fait la sourde oreille. Dans son entièreté, le corps refuse d'un bloc tout son ou toute musique, celui ou celle qu'il connaît bien. Et il connaît que trop bien, il connaît trop, depuis trop longtemps, ces sons, ces musiques, ces chœurs, ces larmoiements ou ces morceaux moins faciles mais devenus trop faciles. Maintenant, le corps n'en peut plus, il s'est trop gavé. Il peut, le corps, s'il veut, mettre telle musique, faire passer tel son, il le peut, mais il restera hermétique. Ça sera juste un geste coutumier, c'est le geste qui restera. Seul le geste compte, car il est rempli d'habitudes. Le corps se nourrit d'habitudes, mais ce sont des habitudes de gestes. C'est toute une gestualité, comme une gymnastique journalière. Le corps a ses habitudes. Alors le corps peut aussi pousser le bouchon jusqu'à émettre des sons ou se passer de la musique. Le corps peut pousser la chansonnette, ou alors il peut aussi mettre en route la musique, se faire le coup de l'égaiement quotidien. Il peut encore se le faire croire, mais ça dure pas 5 minutes à peine, moins de 5, 2 minutes, 2 malheureuses petites minutes à revenir à ses amours, revenir à une quelconque errance, aller dans un endroit connu pour se faire croire qu'on va se promener, qu'on part en voyage. Tout ça c'est des mensonges. Le corps se ment, le corps veut plus rien, il fait obstacle au voyage, le corps bouge plus, il est comme mort, il est en vie mais mort. Tout ça il y croit plus, à la chansonnette ou au voyage, la balade, au gré des sons. Ce sont des sons, il les connaît que trop. Tous ces sons le dégoûtent, le corps, car jamais ça l'a emmené vraiment ailleurs. Et même si ça l'emmenait ailleurs, il a toujours fallu revenir à son état de corps, c'est-à-dire son état de bouchon. Un bouchon de cire humaine que tout corps. Tout corps est un bouchon de cire humaine. Tout corps est un obstacle à l'œuvre. À toute œuvre, il n'y a pas un corps qui ne soit un obstacle, pas un individu formé d'un corps. Tous les individus sont des obstacles à l'œuvre. L'œuvre chantée ou chantonnée, ou alors chantonnée pour mieux détruire l'œuvre, mais finalement l'annuler, annuler même l'idée du chantonnement. Tout chantonnement est une mise en bière de l'œuvre musicale. Et tout individu formé d'un corps s'emploie de toute manière à foutre en l'air l'idée d'œuvre, quelle que soit l'œuvre, c'est-à-dire quelle que soit la chance qu'on porte au corps de celui
libérer. Toute chance est d'être morte pour le corps. Il n'y a pas de possibilité pour un corps. Il faut qu'il débarrasse le plancher pour laisser rentrer l'air, la possibilité d'un air, la possibilité d'une œuvre qui rentrerait par l'air, n'importe quel air, le chant, n'importe quel chant, du moment que cet air soit nouveau, du moment que cet air arrive pour tuer un corps. C'est ça qu'il faut, que l'œuvre nous débarrasse du corps une bonne fois. Plus d'individus, un individu en moins égale une possibilité de renouveler l'air. Sinon, c'est impossible. L'air est impossible. Il y a partout des impossibilités d'air. Et pourquoi il y a des impossibilités d'air? Parce qu'il y a des corps. Et par-dessus le marché des corps, par-dessus ça, des individus dedans. Des individus, c'est comme des bouchons. Ce sont des impossibilités d'air. Chaque individu est un empêchement à l'art, au bout du compte. Au début, on pense que non. On pense que, au début, chaque individu est fait d'air, c'est-à-dire de possibilités, que tout est possible avec l'individu. C'est pour ça qu'on invente l'amour. Et l'amour, ça se chante. Les plus beaux chants sont des chants d'amour, ou alors ce sont des chants de mort, mais c'est un peu la même chose. Dès qu'il y a mort, il y a possibilité amoureuse. Dès qu'il y a un corps qui s'en va, qui dégage la piste, il y a une ouverture, donc il y a de l'amour en préparation. L'amour, c'est la possibilité d'un air neuf, mais au bout du compte, on voit que c'est toujours la même musique. L'air n'est jamais neuf, l'air est vicié dans l'amour. Il n'y a pas la possibilité du neuf, il y a la possibilité, mais le neuf ne dure pas. Ce n'est pas dans sa vocation de durer. Le neuf meurt, le neuf meurt, le neuf meurt, le neuf meurt plus vite que tout corps. Il n'y a pas un corps qui n'a reçu qu'une seule nouveauté. Toutes les nouveautés sont venues mourir sur le corps. Toutes les nouveautés ont formé au fur et à mesure du temps une boule, un bubon. Et ce fut le bubon de la nouveauté. C'est ça que le corps d'après digère plus quand il réentend ces nouveautés. C'est comme s'il voyait le bubon de l'amour, l'amour tout neuf, tout nouvellement intégré sur la piste. C'est déjà pour lui un amour qui sent la mort. Il n'y a pas d'amour vrai, se dit alors l'individu qui a pris sur le corps l'individu, se dit qu'il n'y a que des emmerdements, que tout vrai amour est une mise en bière pour soi-même. Tout amour vrai est un coup de vache contre soi-même. Et c'est comme ça qu'on renouvelle les corps, par les coups foireux de l'amour et par les coups de vache de l'art, de la musique notamment, qui sont des sales coups portés à l'existence, des coups mortels portés aux individus. Et on a raison de porter des coups mortels à l'individu, quel qu'il soit. Même le plus grand mélomane est un individu, et donc un corps, et donc une possibilité de pourrissement. Seul le pourrissement est possible pour le corps. Pas de libération, pas de prise d'air. Aucune prise d'air n'est possible, même pour l'individu le plus amoureux, le plus mélomane, le plus artiste, le plus averti. En tout cas, il n'y a aucun individu averti dans le monde au bout du compte, ou alors seulement averti de son corps, averti par son corps, averti du pourrissement de l'être par lui, par le corps qu'il n'a pas désiré, mais qu'il aura et qui finira par mettre sous terre. Le corps mettra sous terre toute velléité d'ouverture, toute volonté de prendre le large. Le corps mettra sous clé toute envie de foutre le camp, de prendre la poudre d'escampette loin du corps pour chanter, pour se mesurer enfin à l'air, pour être enfin dans la pensée pure et dans l'air, car l'air et la pensée pure, c'est ça qui nous fait mettre debout, nous les individus, mais tout de suite, tout est rassis comme un commandement, au commande à l'aide de se rasseoir. Et se rasseoir, c'est épouser la forme de l'assise, c'est-à-dire du tombeau, c'est-à-dire comprendre enfin ses os, comprendre enfin le sol, comprendre enfin qu'il ne faut voir que ça et s'asseoir indéfiniment le cul dessus et ne plus bouger d'iota, ne plus se mouvoir dans d'autres pensées que celle-là. Il faut sauver sa peau, et sauver sa peau, c'est en finir une bonne fois avec l'illusion de l'individu, car tout individu est une sorte de chantonnement, c'est-à-dire une sorte de balbutiement de ce qui pourrait être un corps véritable. Ce n'est qu'un mâchouillis à l'œuvre. Il digère tout l'individu, il digère tout ce qui se présente à lui et qui ferait œuvre, tout ce qui se présente à lui est comme salut, le salut à son corps, le seul et unique salut. Il fera tout pour le laisser passer, il chantonnera comme ça dans la perte. C'est sa perte qu'il désire, l'individu, le relâchement. Il se relâche, il perd les pédales, il s'écrase sous le poids de la vie, et donc il laisse passer toute possibilité de vivre autrement sa vie, son être. Il ne veut pas son être, il ne désire qu'une chose, son propre écrasement, sa solution écrasée, c'est son mouvement. Son mouvement, c'est d'aller se ratatiner quelque part, un jour ou l'autre, et le plus tôt sera le mieux. C'est ça qu'il se dit, l'individu. Tout individu est un coup porté à l'existence. Il n'y a pas d'existence possible avec un individu tout de suite. Ça sera fini de l'espérance tout de suite. Les promesses s'effacent, car c'est l'individu lui-même qui crée ses propres promesses, ses propres possibilités pour ensuite les détruire. Il veut l'amour uniquement pour sa destruction et non pour son élévation. Il veut l'amour uniquement pour se voir se ratatiner toute espérance d'être et se relever. Il veut l'amour uniquement pour saper toute envie d'aimer. Voilà ce qu'il désire. Au bout du compte, tout individu normalement constitué, et je ne parle pas des malades, ce ne sont pas les malades qui sont en cause. Bien souvent, les malades sont malades parce qu'ils ont pigé bien plus vite que l'individu lambda. L'individu lambda, lui, se presse à fourbir son outil de destruction généralisée. C'est pour ça qu'on enferme les malades. C'est pour ça que de tout temps, on a enfermé tous les malades qui voulaient la vie et qui se révoltaient. Et parmi eux, quelques artistes, quelques
quelques-uns des artistes qu'on qualifie d'ailleurs de malades en tout point de la terre. Il y a des artistes qui se séparent de la foule des individus, rien qu'en prononçant des phrases, rien qu'en criant, ou rien qu'en chantant, rien qu'en musiquant, ou qu'en écrivant, ou musiquant, ou peignant. Sur tout le globe, il y a des artistes comme ça, mais peu, trop vite malades, trop vite enfermés par leur propre individualisme, leur individualité d'individualiste. Et c'est là qu'ils rejoignent le troupeau des individus, le troupeau très sage qui va à un moment donné nous faire sauter dans le vide comme le troupeau des moutons de Panurge. L'humanité, c'est le troupeau de Panurge, donc il faut quitter le navire de l'humanité au plus vite, ou alors on se suicide, ou alors on va à fond dans l'air, on creuse, on fait que ça, on creuse jusqu'à plus soif, jusqu'à devenir noir, jusqu'à devenir tout noir de vivre, jusqu'à voir la lumière noire de la mort et la coller à ses contemporains, jusqu'à plus voir que la mort en face et s'en écarter, et sauter en s'écarter de la mort de tout un chacun pour sauter dans la mort vraie. Et la seule mort vraie, c'est la mort pour le corps. La seule mort valable, c'est la mort du corps, la mort de l'état de soif et corps, c'est-à-dire absence. C'est en finir avec l'absence de soi, noyé dans l'individu lambda. Les petits mots. Je cherche mes petits mots. Venez, venez les petits mots, venez à moi mes petits mots à moi. Ils doivent en rester là, en creux, tout contre moi. Venez vous blottir, venez même dans moi les petits mots. Restez cachés, restez dedans les petits mots. Ne partez pas dehors, restez noués. Passez-vous bien au fond de ma gorge, dans les tréfonds de moi, dans les organes, l'organe d'une voix, la petite voix tout entassée. Restez tassés les petits mots, ne sortez pas, n'allez pas vous montrer. Restez avec papa, c'est le papa des petits mots qui vous parle, c'est votre petit papa les petits mots. Et qu'est-ce qu'il a dit papa? Il a dit quoi? Le papa des petits mots, il a dit de rester là bien sagement, tranquille, restez tranquille les petits mots à moi. Tout con, tout doux, oui comme ça, oui c'est bien, tout doucement. Fais dodo contre papa les petits mots. Papa va vous raconter une histoire, papa va parler à ses petits mots, papa a des choses à leur dire, papa va vous endormir, dodo les petits mots. Allez, il était une fois un grand méchant mot, il était une fois dans la ville plein de grands méchants mots avec des gens dedans, il était une fois des petits mots qui s'étaient perdus et les méchants gens ils voulaient du mal aux petits mots parce que les petits mots savaient pas, les petits mots ils étaient tout gentils les petits mots car au départ c'est tous des petits mots tout gentils au tout départ de tout. Et les méchants gens avec leurs méchants mots ils les voient les méchants gens, ils veulent les attraper pour dire des méchantes choses à tous les petits mots, pour les remplir de méchantes choses en dedans, pour que ça grouille de toute la méchanceté dedans, pour leur faire avaler qu'il faut méchamment parler à tous les petits mots. Et les petits mots ils résistent, c'est dur de dire des saloperies quand on est un petit mot tout gentil, tout doux, tout mignon, câlin les petits mots. Dodo, papa va aller travailler maintenant. Papa doit partir travailler. Allez, dodo, restez tassés les petits mots. Restez bien entassés dans la gorge à papa, oui, comme ça. Oui, c'est bien. Restez tassés. Association, communication, activation, je ne veux pas me désendetter, je ne veux pas me désendetter, je n'existe pas, je merde que, je vais articuler avec des actions, un communication, un pécation, je n'existe pas, me désendetter, je n'existe pas, je merde que, je vais d'articuler, je vais rigoler, explication, communication, je ne veux pas me désindexer, je ne veux pas me désindexer. La jeunesse. Elle est belle, la jeunesse. Elle parle. La jeunesse parle. Elle monte. Elle monte en parole, ça monte. C'est dans leur tête. La jeunesse a des discussions dans la tête. Et ça va débouler. Ça déboule. La jeunesse
va former une grosse boule. Hein, la jeunesse la jeunesse, elle monte, elle va monter comme une tige dans la pensée, ça va monter. La jeunesse monte comme une tige, elle va débouler dans l'esprit. C'est les esprits animaux, les esprits qui vont pencher. La jeunesse penche, elle va former une grosse boule. Les esprits animaux vont pencher, fermer une grosse boule. Et ça va pencher et ça va débouler de la jeunesse. La jeunesse est un boulet. La jeunesse, elle descend dans la bouche. La bouche va penser la jeunesse, la bouche va penser la pensée de la jeunesse, et puis ça va sortir dans l'air, ça va aller se promener, les jeunesses vont se promener, les jeunesses, elles vont aller se promener dans la campagne, elles vont se promener dans la campagne, elles vont se balader, les jeunes se baladent, les jeunes se promènent, ils sont beaux, ils sont tout jeunes, ils se promènent, ils forment une bande, une belle bande, une belle large bande. C'est une belle et large bande, une belle enlargée, un beau boulot jeune, une jeunesse belle, une belle balade de jeunes, une belle langue plate, une berge longue, on est berge, une babelle. Une babelle. Le truc, il fait tchoum tchoum. Je mets un couteau dans sa tête fait clac clac. Après, je récupère les couteaux. Après, tu vois, tu fais j'tong, le couteau, j'dong. Et là, c'est trop cool. Dans le dernier samouraï, t'es tout seul contre 4. Il y en a un qui se relève comme ça, j'tong, comme ça, dong dong dong. La tête qui tombe dans les escaliers égale la tête qui saute dans les escaliers. Et le dernier samouraï, il est pas mort. Il est retombé au pillage. Et l'autre, attention, j'ta. Et l'autre, j'dong ding, ah, comme un frisbee. Et la fille, 8 tombent autour d'elle. Putain, c'est trop rapide. Elle se retourne, les 8 gars. Elle a que son sabre. Et tu vois, waouh, je tombe. L'autre, il s'en est pris 10 de balles. Il était toujours pas mort. Tu le vois découper en rondelles, le samouraï. Chling, chouah, schlac, toujours pas mort. La rondelle, schlac. T'aurais vu la rondelle, chong, coup de sabre mortel. Et la fille, toute seule, elle se retourne, elle a 8 gars derrière elle, chlang. Et l'autre, le gars, boum, schlac, ah. Et l'autre, tchoum, beau, schlac. Et puis, ro, la tête qui saute dans l'escalier. Ce serait comme ça, un rêve un peu, et pour ne pas que quelque part, on se loupe de nous. Alors on est là-bas, je ne sais pas trop où. L'Afrique. Moi, je ne la connais pas, l'Afrique. Mais j'ai un livre sur les genoux. Dedans, il y a ce que toi, tu l'as déjà vu. J'ouvre le livre. Alors on est là-bas comme dans mon livre, sur un grand plateau désertique, au visage tordu et de buissons d'épines. Je ne sais pas ce que nous faisons là. Vu d'ici, sûrement de quoi s'inquiéter. Mais moi, l'inconscience, et puis toi, à côté, j'imagine dans ma tête, il a dû nous amener ici pour chercher des silex. Je pars voir les cailloux, soulever des mottes de sable, pour voir dessous, si par hasard, le ciel peut-être. Je tourne la première page. Quelques heures plus tard, je reviens. Je te retrouve près des chèvres. Tu ronfles à l'ombre du troupeau. J'ai soif, très soif, les lèvres et la gorge sèches. Je te regarde, puis je ris. La peau sur ma bouche fondille. Ça fait un peu de bruit. Dans le désert, on les entend, les bouches, lorsqu'elles se fondillent. Ça te réveille et puis tu ris. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Non, nous ne sommes pas obligés de rire, mais on rit. C'est comme ça, simple.
Page. La deuxième. Des heures et des heures que nous ne disons rien. Nous marchons. Ça me va. Ensemble. Ça me va. Je peux tenir longtemps encore. Longtemps, un long temps d'ensemble passe. Le livre. C'est un orage noir qui approche. Au loin, quelques falaises. Tu ralentis le pas jusqu'à ce que je te rejoigne. J'arrive à ta hauteur. On se regarde pleinement et ça nous regarde assez bien. Ni toi, ni moi ne cessons d'avancer. Juste cette fois-ci, moi qui te prends la main, côte à côte. Je n'ai pas peur. L'orage gronde. Je n'ai pas peur. Tu connais l'orage africain. À peine quelques instants plus tard, le tonnerre. Tu serres mes doigts dans ta main. J'accélère le pas. Je sais, il faut que j'accélère. Je sais que tu sais où on va. Page. Plus tard, dans une cavité obscure, je grelotte, me tais. Je suis heureuse. Tu prépares le feu. Je te trouve beau et pense. Je n'imaginais pas que cet homme puisse faire mon feu. Mes affaires humides, oui, il faut les sécher. Bien, je me déshabille, les pose dans le vent, puis m'approche de toi. Tu ne sais pas quoi faire, je ne veux pas penser. Je suis nue, tu es là, je m'endors. J'hésite à tourner la page. Je me réveille, ça sent la pluie, le feu et l'orage. Je n'ouvre pas les yeux, je sais la lumière, et puis ta main dans mes cheveux. J'ai la tête posée sur ton épaule, et j'écoute ton sang qui me parle l'Afrique. J'entends, toi aussi, le sang africain, et je suis fière de mon sang. Page. Un chemin cette fois, de pierre et de soleil, un soleil aux rayons crépus, et ma bouche fissure. Pour ce matin, c'est une expression inhumaine que tu respectes. Tu dis, c'est le masque africain. Je ne réponds rien, j'essaie d'en être digne. Je relève la tête, ferme les yeux, tu me vois embrasser le ciel. Le livre sur mes genoux, lentement, je tourne la page. J'ai envie que tu me regardes. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, j'ai envie que tu me regardes et moi de te regarder. Je n'assume pas mon envie, je la trouve stupide. Je ramasse un caillou et puis, pour me calmer, je le jette loin devant moi. Fixant toujours le haut de la colline, tu dis « C'est moi qui t'énerve ?» Je dis « Non, le haut de la colline. » Page. Cette fois, la colline, nous la regardons ensemble. Tu souris. Ça y est, tu n'es plus jalouse ? Page vexante. Mon pied dans le sable, toujours l'étrange avalement. Je marche près de toi, je regarde tes pieds. Le sable ne nous engloutit pas pareil. J'aurais pu rire, je ne ris pas. J'ai peur, je ne dis rien. Les peurs, le désert ne doit pas les connaître. Je tiens ta main, je ne la lâcherai pas. Je sais que là, c'est moi l'éclaireur. Je m'applique, sans te poser de questions, à essayer d'entendre où nous allons. Je serre un peu tes doigts. Tu comprends, je suis là. Et c'est la seule chose à comprendre. Je t'aime. Non, page. Et je vais lire un extrait de Décembre m'assidu. Voilà. L'horloge, elle va taper, X heures, Y secondes. L'horloge, elle va me piquer ses aiguilles. La scène est déjà là, je fuis le téléphone. On est jour, J- quoi ? C'est qui le téléphone ? Qui va me dire ça ? Veut pas, veut rien entendre. T'entends le téléphone, ce coup de sonnerie-là, que personne ne parle, qu'on ne me dise rien. Je saurais pas entendre. X heures, Y secondes, c'est quel jour qu'on sera ? Pourquoi ça va faire ça ? Pourquoi tu me fais ça ? Non, pas toi, pas toi. Drink, drink, je l'entends déjà ta sonnette, et tout mon sang se fige. Veux pas, tu peux pas m'appeler pour ça. T'entends le téléphone, va-t'en, viens pas me faire carnage au corps. Ça va sonner, je sais, ça va sonner, c'est pour bientôt. Il ne sait pas quoi faire. On dit ça, tout le monde le dit, qu'il faut être solide, il faut que, c'est la vie, il faut que tu l'admettes. Je dis non, t'entends, je dis non.
Personne n'a le droit de dire une phrase pareille. Non, ce n'est pas la vie. Tu la vois, toi, la vie. Tu en as, toi, de la vie dans mes bronches quand tu dis une phrase pareille. Tu en as de la vie quand tu craches tes poumons. Tais-toi, tais-toi, tais-toi le téléphone. J'en veux pas de ta voix. Veux pas l'entendre. Non, la voix que ça fera de dire cette phrase. J'en veux pas de ton corps, comment je l'imagine lorsqu'il a ces mots-là qui lui cassent les dents. J'en veux pas de tout ça. De ma mâchoire crispée car je sais pas répondre. Du langage désossé, des expressions minables, de ma carcasse creuse comme une dent pourrie qui sait plus dire un mot et pas même s'accrocher à des automatismes. Veux pas que l'on me voie, veux que personne soit là, veux pas nous voir dans le costume, pas pour ça, non, pas là. Non, je ne peux pas entendre. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi toi tu me dis tant mieux qu'il soit là le costume, il te tiendra debout quand tu ne tiendras pas. Veux pas, t'entends, personne, personne, ne veut pas qu'on me tienne, ne veut pas qu'on me sache, ne veut plus qu'on me voie. On aura l'air de quoi? On dira quoi, comment, avec nos voix cadavres? On est le X, il est pile Z. Ce n'est pas là, non, pas encore. Et le cerveau travaille parce que c'est pour bientôt. On m'a dit pour décembre. On me l'a dit comme n'importe quoi, comme mange ta soupe et sois sage. On me l'a dit, ça ne voulait rien dire. On ne dit pas des phrases pareilles. Pas là, je la bouffe pas ta soupe. Non, ça ne veut rien dire une phrase pareille. Ces costumes bravaches, c'est du n'importe quoi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi le téléphone. Moi je débranche tout. Allume encore un smoke, fixation, téléphone. Surtout qu'il ne sonne pas. Veux pas que ça t'arrive, veux pas que tu me quittes, veux qu'on fasse un voyage, qu'on cueille des champignons, veux la pluie, la montagne, la marche, les ruisseaux, veux ton sourire et tes paroles. Tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, je t'appelle, j'ai besoin de ta voix, que tu me dises encore que... Matin ou soir, nul ne sait plus, les heures ne ressemblent qu'aux heures, le temps se perd, décohabite, l'humain n'est que l'ombre de quoi? La lune, en avalanche, me dévore le crâne. Une fois encore, je ne sais plus penser. J'arrache des mots de mon cerveau, les pose un à un sur le sol. Ce que je lis, je ne sais plus le dire. Ce que je lis tache ma nuit. Je reste assise sur le parquet, balance d'une planche à l'autre en écoutant grincer mes os qui rouillent à l'intérieur, qui méticuleusement se déglinguent. Le corps de la tôle froissée, des morceaux de ferraille qui volent en éclats. Il y a tellement, tellement de pression sous la peau. Les lettres dans tout ça, dire un mot, lire, écrire. Je regarde à mes pieds l'alphabet qui me forme et tout semble erroné. Alors à nouveau, le silence. Les mots n'ont plus de point d'attache. Dehors, il fait décembre, sans doute un courant d'air qui fige ma cervelle et fait craquer la langue. Lentement, je me lève, me dirige automate vers le petit matin, et c'est une nuit blanche qui me remplit la gorge. Je pense à la noyade, au petit cœur, ploc. L'eau partout, ça recouvre, et ploc, j'ai peur. Je me ferme les yeux de la tête, voudrais me sauver des images, arriverai près de toi au plus vite, trouver le bon cheval, t'emporter au gâtelot, et puis, quoi? Avoir 53 quarts et que les couettes me poussent. Ploc, j'entends la goutte d'eau qui m'enflamme le cœur. M'en vais marcher, je ne sais où, dehors, avec la lune. En tête morte, ignorant qui du sol ou du moi, à chaque pas s'écroule. J'avance en fracture ouverte, concentrée vers la chute que je voudrais parfaite jusqu'à l'envol. La neige, de légers bruits signalent la brisure. J'ai les pieds nus. De mon corps, je ne sais que cela. Tout le reste m'échappe. Ma poitrine, peut-être, coule dans le canal. Ma tête roule dans les algues. Parfois encore, je sais mes mains, lorsqu'elles s'égratignent à la croûte de glace pour écrire ton nom ou pour... Je ne vois pas. Elles s'agrippent au vide, voudraient recueillir quelque chose. Je ne sais pas ce que je creuse. Sans doute ce geste machinal me défend-il de moi. Plus loin, j'appelle les ombres. Il ne me reste plus que ça, mais c'est vouloir parler à qui ne peut répondre. Seule la lune reste là, calme, et me dévisage. Cela m'apaise au point d'absence, comme si une bouche tétait mon cœur jusqu'à le mêler à l'espace. Puis, somnambule ou quasi, je reviens sur mes pas, ouvre la porte du jardin, remonte un peu l'allée jusqu'à la longue statue en pierre, la prend dans mes bras et pleure. C'est un geste, mon corps.
Il est l'heure d'une lune, on dirait moi, qui craque. J'examine les morceaux, rien ne sera sauvé. Et alors, qu'est-ce que cela change après tout? Je quitte le jardin, ferme la porte à clé, monte les escaliers en décomptant mes marches. Une demi-heure plus tard, allongée sur le lit comme à l'écart du monde, je réalise que je me décompte encore. Les mécaniques me font du bien. Alors prendre une feuille et puis le crayon gris. Pour continuer ma rengaine, j'écris un à un tous les chiffres en essayant de faire le geste parfait. Le temps, l'application, mais je vois bien, au bout du compte, que mes signes ne sont que des répétitions bâclées. Sans doute ne suis-je pas dans la bonne dimension. Et la perfection, qu'est-ce? M'en vais prendre une feuille immense et de dessin, fais des traits au hasard qui pourraient être des nombres, et tente cette fois de faire le geste unique. D'une façon comme d'une autre, j'y parviens assez vite en bavant 1000 signes qui n'ont qu'un objectif, m'effacer. Mais même m'oublier ne m'est plus suffisant, puisque mon corps fonctionne encore et ne peut s'isoler totalement du monde. 5 sens, c'est trop pour moi, et voudrait me rayer du langage. L'horloge, ses aiguilles enfourchent mon silence. Les secondes s'effondrent une à une dans mon crâne. Il ne se fend même pas. Le temps, c'est d'abord moi qui le divise. C'est moi qui me disloque. Ta voix sans cesse, ta voix en boucle, je n'en sors pas. Tu me convoques, non, je rêve que tu me convoques, que tu aies besoin de moi, mais c'est moi qui t'appelle. Je rêve que nous partions ensemble, que nous recommencions depuis l'autre début. Je rêve, voudrais que cela cesse à commencer par moi. Je ne sais plus comment tourner pour inverser tous les rapports. Je dis le mot « mourir » et me fais la promesse de lui faire la peau. Je le tordrai ce mot et saurerai, s'il le faut, tout le vocabulaire. La tête vers la fenêtre, je regarde descendre sous la pierre fendue, descendre sur les eaux du canal crevé, dans le vol noir des oiseaux maigres, dans le givre frappé, la longue gifle de décembre. Décembre et sa danse macabre, décembre encore qui ricane dans l'agonie des ombres. Dans le bois de ma tête qui craque tout l'hiver, derrière la fenêtre, je regarde l'horizon que décembre fracasse et me trouve comme lui, en fractures ouvertes, au bord du monde, séparé. Mon dos s'est fissuré, sous la peau des crevasses, des entailles béantes dans lesquelles il faut que j'avance. Abruti, je suis abruti de fatigue, j'en ai la bave aux lèvres, les mains et le visage tout recouverts de suie. Je pleure, ne pleure plus, abruti, j'avance, maintiens notre silence, c'est dire le langage. Et je ne pensais pas, jamais je n'aurais pu croire que cela soit si dur, si douloureux. Toutes les 3 minutes, je n'en peux plus, me mords la langue jusqu'à ce qu'elle clignote, voudrais tout balancer et d'abord la mémoire, puisqu'elle ne me tue pas, et que l'une face à l'autre, c'est moi qui ne tiens pas, c'est elle qui torture. Alors tout fiche en l'air, que ça me débarrasse. Mais impossible, je n'y arrive pas. J'ai ta voix qui m'épingle tout le ciel de la tête. J'ai ton sourire et puis tes yeux, plus tes yeux, plus tes yeux. La tête tournée vers la fenêtre, je regarde décembre qui me sourit, glacé. Une chouette ulule, c'est le signal. Il me faut maintenir le seuil de vigilance. Mon corps se tasse, animal, puis pose le coussin sur mon ventre afin de me défendre de ce dont la nuit s'arme. Un silence de plomb, mais je ne m'y fie pas. On dirait, j'ai l'air calme, mais suis en position de combat. Ni une, ni deux, je saute du lit. Il est X heures, Y secondes. Décembre est plein de lune pleine. Je fais le bond et viens t'écrire. Dehors, un froid de feu de cheminée, un froid de bol de soupe, un froid à plonger dans tes yeux, un froid de souvenirs qui pincent, un froid où tu me dis, surtout, ne prends pas froid, puis enfonce ton bonnet sur ma tête. Un froid à faire briller la nuit, un froid de traces dans la neige, un froid, une telle froidure, un froid à se mordre les lèvres. Ce matin, pour poster ta lettre, j'ai mis 4 pulls sur le dos. Le canal est toujours glacé. Près de l'écluse, les corbeaux avaient des airs féroces. Machinalement, j'ai glissé l'enveloppe au chaud contre mon ventre. Ça m'a plu, ce geste, oui. J'ai aimé faire cela. Les corbeaux, eux, je ne les aime pas. Ils mordent la lumière. Entre les heures, mes absences, je ne sais plus rien du temps.
C'est décembre, il paraît, un mois qui, cette fois, est 1000 fois plus vieux que d'habitude. Je me dis que l'année prendra toute ma vie, que j'ai perdu mon âge au fur et à mesure que le froid est venu me taillader la figure. Le vent glacé m'a fait dans les yeux des crevasses. Lorsque je saisis mon reflet dans la glace, mon regard est perclus d'hiver et de colère. Je me trouve la vue, exactement la vue que je voudrais tant perdre, parce que je la redoute dans ce qu'elle a de violent, de terrible. On ne pardonne pas la vie, on ne pardonne pas la mémoire. Un jour, quelqu'un m'a dit, il citait Kafka, je crois bien, écrire c'est être seul, non pas au sens où l'on dit un homme seul, mais au sens où l'on dit un homme mort. C'est n'importe quoi. Un homme mort est tout sauf seul. Devant lui, ce sont des morts. Derrière lui, ce sont des morts. De tous côtés, pareil. Et sur son dos, ce sont des morts et encore des morts qui s'agrippent. Une fois de plus, tout à la casse. Écrire, c'est être seul, tout simplement, comme un homme seul. Un homme dépassé devant l'abîme et qui sait parfaitement, sans pour autant savoir le dire, que dès le commencement, il est perdu dans le face-à-face avec vivre et que la vie, à chaque instant, montre des dents carnassières en se pourléchant les babines. Qu'à un moment, elle mordra, à un moment, elle tuera, et lorsqu'elle tue, c'est toute une vie. Comment bien vivre alors? Je ne sais absolument pas. N'accepterai jamais si la vie me sépare à ce point-là de toi. Je n'admettrai jamais, non, je ne pardonne pas la vie. Merci. Je vais vous lire des extraits d'un projet en cours, je suis en train de commencer, qui s'appelle Spinoza in China. C'est composé de fragments de carnets de bord, de lettres, de cartes de vœux de bonne année. Et on y croisera des personnages qui ont pour nom Spinoza, Ernesto, Sylvain et Angela. « 8 avril 2012. Décision prise de quitter le studio dans lequel il vit depuis maintenant 8 ans. Décision prise de quitter le studio, suivie d'une marche en direction de la gare de Nantes où, muni d'un billet acheté il y a 2 mois afin d'obtenir un tarif Prums, billet non échangeable, billet non remboursable, billet néanmoins négociable sur le site www.trocdestrains.com, Ernesto, c'est moi, s'installe à la place 25 de la voiture 4 du train qui, 2 heures plus tard, arrive en gare de Montparnasse à Paris. Dans une option moins réaliste, disons dans une option fantasque ou d'imagination, on suivrait Ernesto tandis qu'il chevauche son destrier à robe argentée et l'on pourrait lire dans une bulle de pensée virevoltant au-dessus de Satignas, Satignas en bataille, Satignas dans le vent, on pourrait lire dans la bulle « Je m'en vais en ce jour reprendre possession de l'un des biens immobiliers dont je suis propriétaire à Paris, capitale administrative de ce pays où je suis né, la France. » Je m'appelle Ernesto. Je suis locataire d'un studio situé au 32 rue Félix Thomas à Nantes. Je suis également propriétaire d'un studio rue des Archives à Paris. Je suis également cavalier, chevalier, acrobate, clown, singe, colibri et cheval. Je suis, enfin, voire en tout premier lieu, le fils d'un incertain peuple désuni à définir et ou à redéfinir. J'ai entre 23 ans et 44 ans.
Concernant le studio de la rue des Archives, mon intention d'en reprendre possession est motivée par la décision de le vendre et de le vendre au prix fort, et de participer ainsi à l'indécence du marché immobilier en son état, et cela dans le but d'acheter dans les plus brefs délais une maison avec jardin et bonheur garanti à vie. Concernant mes orientations philosophiques, lecture simultanée de La survivance des Lucioles, Didi Huberman, plus Le Maître ignorant, Jacques Rancière, plus Spinoza n'est pas encore complètement dans mon cœur parce que je suis plutôt un type du genre lent, mais il commence à bien circuler dans mes veines. Concernant l'actualité médiatique du pays, en ce 8 avril 2012, campagne quinquennale en cours pour le scrutin des élections présidentielles à venir, qui s'en soucie réellement, c'est-à-dire, je veux dire, dans le fond de son âme, c'est-à-dire qu'est-ce que l'âme vient faire ici quand l'urgence est de produire une réalité habitable? Qu'est-ce que l'âme vient foutre ici quand une politique médiatique n'a jamais produit que le malheur de celles et ceux qui tolèrent de la supporter? Une politique médiatique produit un malheur effectif sur la société dans son ensemble, c'est-à-dire c'est la société dans son ensemble qui supporte aussi, si plus rien ne parvient à représenter ce que nous aurions souhaité qu'il puisse être représenté. 1. La représentation peut être considérée comme non responsable et dès lors inutile de continuer à la produire. 2. Sont responsables celles et ceux qui ont à répondre de la situation présente. 3. Sont responsables celles et ceux qui prennent la peine d'agir dans la situation présente. 4. Sont responsables celles et ceux qui n'agissent pas dans la situation présente. Je suis, quant à moi, et comme tous les printemps depuis 1968, je plaisante, détendez-vous. Je suis en pleine dépression et à ce titre, je m'avance comme un parfait petit objet d'étude représentatif de ce pays. Bonjour. Cher Sylvain, tu peux compter sur moi pour mêler modestie non feinte et orgueil bien tremblant, je n'en peux plus. Je n'en peux plus et je trouve encore néanmoins quelque force paradoxale à ne pas me sentir seul dans cet état de faiblesse. Et je ne sais si je dois le déplorer ou si au contraire il n'est pas complètement crétin de penser que c'est par là, ne pas me sentir seul dans cet état de faiblesse, qu'une force encore mal définie peut commencer à se former. Une force qu'il va bien nous falloir un jour ou l'autre nous décider à mettre en œuvre. Et qu'il va nous falloir mettre en œuvre avec joie, pourquoi pas, et non plus avec cette rancœur et cette rage que tu connais. Je t'avoue qu'aujourd'hui, je me sens tout à fait incapable de la moindre action et dans le même temps, quelque chose en moi reste confiant, plus persuadé qu'un passage est encore possible et surtout vivable. Un passage ouvert à ce que plus personne n'ose nommer amour. Et pourtant, de quoi d'autre peut-il bien s'agir? Je reste confiant par un point que je ne parviens là encore pas à définir, mais c'est un point qui tient. Un point qui tient par ce trafic que nous savons actif pour l'heure en souterrain et qui demande à vivre au grand air. Ok. Il va nous falloir maintenant, tout simplement, accéder à la vie. C'est-à-dire maintenant, il va nous falloir naître. Et je te prends à témoin, il n'est jamais trop tard. Il est possible de naître. Il est possible de vivre. Et cela est possible grâce à quelques compagnies, dont la tienne. Cela est possible par ce trafic par lequel nous nous lions, ce trafic, oui, j'insiste, ce trafic d'amour, ce trafic de corps, ce trafic de parole, ce trafic de possible joie, ce trafic de joie possible, ce trafic ouvert à quelques libérations qui trépignent,
ce trafic de quelques libertés enfin effectives. Je te fais aujourd'hui le pari d'un accès à une vie libre, pas moins. Et les ricanements de la défaite souhaitée, je les entends. Et je suis bien conscient que ce pari ne vaudra, ne saurait valoir que si nous savons le peupler. Qui ça? Nous? C'est par là. C'est par là dans ce nous, c'est par là dans ce qui ça que palpite ce qui fait tenir. C'est par là que palpite le vivant de toutes celles et tous ceux qui peuplent. Six mois plus tôt, aux environs de 17h41, Spinoza apprend que la syllabe ma en chinois, selon le ton qu'on lui donne, signifie chanvre, cheval, injurié ou maman. Ne te laisse pas envahir par l'émotion. Ne te laisse pas envahir par la panique. Un problème survient, détache-le de toi. Ne te laisse pas prendre par son pouvoir. Ne t'enchaîne pas à son pouvoir, ne panique pas, ne produis pas le mouvement par lequel tu t'enchaînes toi-même à son pouvoir. Ne produis pas le mouvement par lequel tu t'enchaînes toi-même au mouvement de son pouvoir. Détache-toi de ce mouvement, observe-le et prends le temps de produire le nécessaire à ton nécessaire. Prends le temps de t'orienter, prends le temps de participer à la production de ton nécessaire. Prends le temps d'observer, prends le temps de t'orienter et de participer de la production d'un nécessaire commun. Transforme tout geste et toute phrase de panique en mouvement d'affirmation, transforme tout geste et toute phrase de panique en action. Allez, ciao. De construire une temporalité propre, plus la solution passe par l'action égale, tu te constitues dans un milieu ouvert par la manière que tu as de participer à une production. Le sentiment, le senti, le ressenti, la sensation sont accueillis par toi comme les informations premières par lesquelles tu es renseigné sur l'adéquation ou non de telle action ou telle pensée avec le présent de ton désir, avec le présent d'un désir commun en cours de production. Et à 19h, Spinoza fourre son nez dans son cahier pour ne rien avoir à plonger de son regard entre les cuisses de cette femme-là, cette femme décroisant ses jambes nues, cette femme-là assise en face de lui sur le strapontin, juste en face de lui dans le métro, quand elle décroise les jambes, s'ouvre au regard de Baruch Spinoza le sexe, la possibilité de voir le sexe de cette femme, et Baruch Spinoza fourre son nez dans son cahier pour ne rien avoir à plonger entre les cuisses de la femme, pour ne rien avoir ni à voir ni à faire avec la sensualité, avec la sexualité, avec l'excitation certaine en train de naître à la vue de cette peau, à la vue de ses cuisses, à la vue des cuisses de cette femme assise en face de lui, là sur le strapontin, pour ne rien avoir à faire avec la matérialité de la peau de cette femme, avec la matérialité sexuelle de cette peau, apportée de la matérialité sexuelle de ce Baruch Spinoza assis sur un strapontin le 1er novembre 2011 dans le métro parisien avant changement les halles direction Charles de Gaulle Airport.
de la nécessaire réappropriation du cours des choses. 2. De la plus ou moins fine modification de ton point de vue, type « laisse-toi envahir mais sans rien craindre de l'invasion », à une pichenette open mind, welcome my sweet little thing, ouvre ton esprit, bienvenue mon petit loulou, mesurons toi et moi les dimensions de l'univers. 3. De la réappropriation du cours des choses par l'action. 4. De l'agencement des actions et de leur interpénétration. 5. Du surgissement de l'inconnu. 6. De la surprise. 7. De la suspension de l'action première et de la reprise par une action nécessairement autre. 8. De la surprise considérée comme tu avais une image en tête et un corps ou une pensée ou une action sans correspondance avec l'image en tête se tient soudain là face à toi et tu dois vivre avec, égal, pas tout seul dans ta tête. 9. De la stupeur. De la stupeur considérée comme tu n'avais aucune image en tête, tu n'avais absolument aucune image en tête, tu étais là solo, bien solo dans ta tête, bien solo tout seul, sans image, et soudain c'est un corps qui se tient là, un corps ou une phrase ou un geste qui s'est produit là face à toi, et tu dois vivre avec, égal, plus solo du tout dans ta petite tête. 10. De vivre avec, égal, plus solo du tout, plus du tout solo tout seul dans ta toute petite tête. Ok. Ok. Je prends le relais. La question d'être à la hauteur est une vieille question sans vie de maîtres et d'esclaves produisant leur tristesse commune par laquelle ils s'enlacent. Ok. Ok, prenons le relais. Carte de vœux de Angela et Ernesto. Ce n'est pas tant aujourd'hui la question de se sentir enfermé, ni la question de se sentir enfermé, ni celle de devoir trouver les moyens pour sortir de cet enfermement, non. C'est aujourd'hui la nécessité de comprendre comment nous sommes nous-mêmes les producteurs de l'enfermement dont nous affirmons subir l'oppression et comprendre, oui, comprendre qu'une libération ne passe pas par une action qui nous permettrait de sortir, mais passe par une décision très simple, cesser la production de l'enfermement. Alors évidemment, cesser une production, ça fait toujours un petit peu mal. Et pourquoi ça fait toujours un petit peu mal? Ça fait toujours un petit peu mal parce que produire, ça fait toujours un petit peu jouir, même si c'est une toute petite jouissance qui est produite, c'est une jouissance qui est produite. Et cesser de jouir, oui, cesser de jouir, même d'une toute petite jouissance, ça fait toujours un petit peu mal. Mais ici, cesser de produire l'enfermement produira l'évanouissement de la sensation d'oppression, voire l'évanouissement de l'oppression même, et la libération dès lors, passage du temps futur au temps présent. La libération n'est plus à produire, et la liberté n'est plus à conquérir, elle est effective. Ainsi, définit-on ici la liberté comme la simple non-production de l'enfermement, et ainsi
Vit-on le passage d'un état de petite jouissance associé à son angoisse de petite mort à quelque chose comme de la joie, une joie fricotant avec quelque chose comme une puissance, toutes les deux joie et puissance très vivantes. Angela et moi, bon, on ne fait pas trop les marioles, because on est en cours d'apprentissage, mais on vous souhaite une excellente année 2013. Signé Ernesto.